Alors, je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de cette invitation. C'est pas du tout une formule rhétorique, c'est effectivement, ça a été un objet de perplexité pour moi en fait, à partir du moment où j'ai accepté. Alors je vais essayer de m'en expliquer, parce que je pense que c'est sans doute là la matière la plus intéressante à travailler ensemble. Alors en fait, c'est vrai que quand j'ai reçu le programme et que j'ai vu que j'étais dans la partie de la critique théorique, alors là j'ai vraiment compris que j'étais complètement déplacée à tout point de vue et qu'il allait falloir faire quelque chose de ce déplacement puisque je m'attendais à tout sauf à être dans la partie théorique. J'ai vu que tout me serait allé, y compris l'éducation populaire, venant d'Expéris, n'est-ce pas, ça pouvait se concevoir, l'esthétique, évidemment la critique sociale, avec une formation de sociologue et d'anthropologue, ça faisait sens. Mais alors franchement, la théorie, là, c'est un univers complètement étrange auquel j'accoste ce matin avec vous, pour le dire, parce que, franchement, ça n'a pas vraiment été un de mes objets centraux, ni même une des formes que j'ai le plus investies. Alors, du coup, je me suis dit que ce ne serait pas inutile d'essayer de faire raison de cela, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que je me sens complètement invitée à tout point de vue dans cet espace de la critique théorique. Alors, il y aurait bien sûr des causes qui seraient, dont on pourrait dire qu'elles peuvent être renvoyées à ma formation initiale. En tant que sociologue, il faut au moins avoir atteint un âge canonique que je n'ai pas complètement encore, c'est-à-dire 70 ans, ou alors avoir le sexe canonique, n'est-ce pas, c'est-à-dire être un homme pour, d'une certaine manière, prétendre avoir construit des appareils théoriques dignes de ce nom. Et puis la montée en généralité va aussi avec, d'une certaine manière, on pourrait dire, la stature, voire la taille. Tout ce que je n'ai pas, n'est-ce pas. Donc, de mon point de vue, c'était un peu étrange quand même que, étant une petite femme, n'est-ce pas, je puisse à un moment donné prétendre à quoi que ce soit de cet ordre. Donc, clairement, l'explication n'est pas de ce côté-là, n'est-ce pas. C'est pas rédhibitoire d'être sociologue, c'est pas rédhibitoire d'être femme, c'est pas rédhibitoire d'être petite. Donc, quid? Alors après, je me suis dit, peut-être que ça a à voir avec ma généalogie propre, ma biographie propre, c'est-à-dire le fait que sont charriés avec moi, y compris à mon corps défendant, dans la manière mon nom résonne, par exemple, des choses qui ne cessent de se rappeler et de s'inviter dans l'ensemble des interactions dans lesquelles je suis engagée. Alors je vais commencer à essayer de faire quelque chose de cela, c'est-à-dire de prendre au sérieux cette dimension-là, lorsque dans mon habilitation à diriger des recherches il y a quelques années, j'avais discuté la question d'être une surface de réflexion. Autrement dit, je suis censée réfléchir parce que quand on prétend faire de la recherche et qu'on prétend, y compris enseigner ces dimensions-là, la réflexion est une sorte d'exercice inévitable, voire même qui vous précède, n'est-ce pas? Ça finit par vous porter, vous déporter vers quelque chose que vous n'avez pas forcément anticipé. Mais je pensais ajouter à cela la dimension métaphorique, en fait, qui était celle de la surface de réflexion. Il y a quelque chose qui se réfléchit sur soi avant même qu'on ne puisse en anticiper ou en prévenir les effets parfois, y compris assez soit inattendus, soit même violents. Alors, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là qui pourrait parler à cette forme de critique théorique, c'est-à-dire quelque chose que l'on produit, y compris à ses propres dépens, mais parfois aussi pour le meilleur, et qui a à voir avec la position qu'on occupe dans le monde, les interactions dans lesquelles on est engagé, et les effets induits par ces multiples formes d'interaction et de réalité dans lesquelles on est engagé. Donc, c'est à la fois quelque chose qui renvoie du coup à cette espèce de triade très intéressante qui serait genre, race, classe, pour le dire comme ça, dont je suis un des contenants, d'une certaine manière, dont mon nom serait un des signifiants, et dont il s'agit constamment en fait de défaire ou de déconstruire le signifié. Je suis donc à la fois engagée dans les questions de genre, je constitue, comme n'importe qui d'autre d'ailleurs, ni plus ni moins, une modalité de cette réalité-là. Je constitue aussi une modalité des questions de race, et je constitue une modalité des questions de classe. Donc, de fait, je ne peux que, là aussi,
prendre au sérieux, ou en tout cas attester de la réalité d'une épistémologie située dont je serais une opératrice, qui ne veut pas seulement être un agent, pour le dire dans les termes d'une sociologie très classique qui s'est voulu très très critique, n'est-ce pas ? Donc je ne peux pas simplement être agent de cette réalité-là. Je dois aussi en être, d'une certaine manière, l'actrice, le sujet, quitte à en être l'objet, autant en être aussi le sujet. Donc c'est, d'ailleurs, je pense, dans cette généalogie, il y a aussi des moments historiques qui sont intéressants à rappeler, puisque tout cela m'est tombé un peu dessus, sans même que je l'espère ou que je l'attende, au tournant du siècle, pour le dire comme ça. C'est sans doute un hasard, mais peut-être pas. C'est-à-dire entre la fin des années 90 et le début des années 2000, où il y a eu une espèce d'efflorescence de discours, mais surtout aussi de pratiques, hein, ce qui me semble beaucoup plus intéressant à penser d'un point de vue théorique, de pratiques qui avaient à voir précisément avec cette sorte de conjonction extrêmement dense et extrêmement puissante entre genre, race, classe, au moment où la France se redécouvre une histoire coloniale qu'elle avait littéralement évincée de sa mémoire, qu'elle avait amnistiée, pour le dire dans les termes de la politique gaulliste, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une amnistie qui, effectivement, nous a tous engagés, moi y compris, et qui semble s'épuiser, s'effriter au contact ou en entrant en collision avec cette réalité d'un monde qui, en fait, n'est plus partagé et doit le redevenir, en quelque sorte. Hein. Il a été l'objet d'une partition et il doit de nouveau faire l'objet d'un partage. Donc c'est sans doute à ce moment-là, effectivement, que cette tridimensionnalité prend toute sa puissance d'agir et va devenir un enjeu, y compris pour moi. Et c'est à partir de là que, du coup, je réalise a posteriori que c'est à ce moment-là que je suis, peu ou prou, y compris là encore à mon corps défendant, engagée dans des enjeux théoriques. Et donc là, je trouvais intéressant effectivement de parler de ces territoires critiques que nous proposent aujourd'hui les organisateurs de ce colloque, dans la mesure où je pense avoir réalisé a posteriori que je m'y tenais sans même le savoir. C'est tout l'intérêt finalement de la théorie, c'est d'en faire sans le savoir. Enfin, il me semble. Hein. Je pense que la donnée la plus stimulante lorsqu'on s'engage dans ce cheminement-là, parce que je ne pense pas que ce soit un terrain ou que ce soit une voie balisée, c'est précisément l'ignorance. Et ce n'est pas du tout une sorte de posture esthétique ou précieuse que je prends là. Je pense que c'est précisément parce que je ne savais pas que du coup j'ai pu apporter une contribution. Donc il y a bien là quelque chose d'une sorte de pratique théorique, en quelque sorte, qui ne se pensait pas comme telle, mais dont j'ai pris conscience a posteriori en raison des effets qu'elle produisait. C'est donc l'ignorance que je faisais, c'est seulement dans l'interaction et dans l'exposition d'un certain nombre de propositions que je me suis rendu compte que ça avait des effets, en fait, qui sans doute avaient quelque chose à voir avec cette expérience de la théorie, qui en général est réservée à une certaine caste, et la notion de réservation, là, non plus, n'est pas du tout fortuite de ma part, puisque je pense que nous sommes dans un régime de réservation. Alors nous le savons, n'est-ce pas, lorsque nous cherchons à partir aux antipodes, n'est-ce pas, nous réservons beaucoup de choses, n'est-ce pas, mais le monde dans lequel nous sommes est un monde de la réservation, et la théorie fait partie de ces choses, ou en tout cas la critique théorique fait partie de ces choses qui sont réservées à certains. Donc sans doute qu'une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette expérience sans le savoir et forte de mon ignorance, c'est parce que j'entrais dans un territoire réservé. Et que la première chose à faire dans ce cas-là, c'est effectivement de rappeler à l'ordre la personne qui outrepasse certaines frontières parce qu'elle s'avise
qu'elle le veuille ou non, d'entrer dans un territoire qui en fait ne lui est pas dévolu, où toute forme de légitimité lui est déniée, et qu'il faut donc la gagner en quelque sorte, là encore, face à des enjeux de lutte. Hein. Donc c'est un territoire où on n'est pas seulement, et là je pense que c'est aussi important d'aller au-delà du vocabulaire classique qui parle de la critique théorique, c'est-à-dire c'est pas seulement des enjeux d'interprétation, c'est aussi des enjeux de survie qui sont à l'œuvre dans cet espace de la critique théorique. Et non plus, je ne suis pas en train de faire dans la dramaturgie, je pense qu'il y a effectivement des manières d'exister et des modes d'existence dans cet espace-là qui ne sont jamais acquis et qui se gagnent durement et qui se perdent tout aussi durement d'ailleurs, puisque tout ce qui est gagné n'est jamais définitivement acquis. Alors donc je me suis trouvée bien démunie, n'est-ce pas, comme dans la fable de La Fontaine, lorsque je me suis rendu compte, en fait, je crois que c'est un peu comme ça que j'en ai fait l'expérience, c'est que je me suis finalement installée, ou en tout cas j'ai entretenu cet exercice de la perplexité face à l'exercice théorique et face à la critique théorique. C'était cette idée finalement que je devais nécessairement être éblouie face à l'espace dans lequel face à cet espace dans lequel j'entrais. Hein. L'éblouissement qui nous renvoie évidemment à la caverne de Qui vous savez, etc. N'est-ce pas ? Donc je ne pouvais que faire cette expérience de l'éblouissement dans la mesure où je regardais en face et je pratiquais de front une critique théorique qui en fait ne m'était pas dévolue, dont je n'avais pas acquis la réservation. Hein. Je n'avais pas fait le travail nécessaire au préalable pour faire partie de cet espace réservé. Donc j'en viens à me dire que ce qui est sans doute le plus intéressant aujourd'hui dans la critique théorique et dans la manière dont j'interagis avec cet espace-là, c'est sans doute cette pratique qui consiste à y aller par la bande, à y entrer par infraction, à pratiquer la contrebande. Hein, c'est pas juste des jeux de mots, enfin, je veux dire, c'est vraiment ça, c'est-à-dire aller chercher les choses là où finalement on ne s'y attend pas, et sans doute aussi parvenir à conférer un sens à des mots qui jusqu'alors ont été chargés d'autre chose. Hein. Donc c'est les détourner de leur cours habituel pour parvenir à leur faire à les faire résonner autrement que ce par quoi habituellement ils sont remplis. Et c'est sans doute de ce point de vue-là que j'ai pu apporter une contribution quelconque. Alors, je note au passage, pendant que je vous explique ça, que ce qui est très intéressant, c'est que dans mon approche de la critique théorique, plutôt que de discuter les auteurs auxquels je suis censée me colter, n'est-ce pas, que je dois avoir lu, que je suis capable de commenter, je vous parle d'un éventuel régime de pratique de la critique théorique dans lequel je serai moi-même engagée. Il s'agit moins d'apporter ma contribution à la lecture des auteurs que de réfléchir à la manière dont on pratique ou dont cette critique théorique peut se pratiquer dans une forme de réalité existentielle, en quelque sorte. Alors, là aussi, je le fais parce qu'il me semble que c'était peut-être une manière de répondre à l'invitation, dans la mesure où il s'agit de savoir en quoi est-ce que tout cela participe de collectif, et en quoi est-ce qu'à un moment donné, tout cela ne peut qu'exister dans un collectif. Donc, peut-être que dans le reste du temps qui m'est imparti, je vais essayer de voir en quoi est-ce que c'est cela qui a pu se passer à certains moments, et qui expliquerait ma présence ici, aujourd'hui, dans ces lieux intéressants, hein, la parole errante. C'est pas quand même anodin, j'imagine, de nous inviter à errer dans notre propre pensée. Et j'essaierai de voir en quoi est-ce qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'une forme de contribution, en fait, à quelque chose ou en tout cas à un espace dans lequel je ne pensais pas a priori avoir ma place. Donc que faire de ce déplacement ?
Alors j'écoutais tout à l'heure Eleni qui parlait de mettre en crise des régimes de juridiction, des espaces de théorie qui semblent être installés ou assis pour, en quelque sorte, leur faire dire ce qu'ils ne disent pas forcément au moment où on les entend. Alors il me semble que, et là aussi, peut-être que ce parallèle pourra révéler quelque chose de la manière dont j'ai cru m'y prendre. Je ne suis pas absolument sûre d'avoir parfaitement décrypté ma propre méthode. C'était de mettre en crise tout en faisant criser sur un certain nombre de questions. C'est-à-dire, ma manière à moi de mettre en crise, c'était de faire criser. C'est une expression qui est bien de notre temps, n'est-ce pas ? Dans la mesure où la crise est devenue notre mantra, c'est ce que nous reconduisons en permanence. Mais ma manière à moi de prendre place dans cet espace-là, il me semble que ça a beaucoup à voir avec le fait de faire criser. C'est-à-dire de participer d'un mode d'énonciation et de discussion qui d'ailleurs en général à la fois participait d'une critique théorique mais ne s'avouait jamais comme telle. Hein. L'idée c'était d'instaurer un faux semblant qui consisterait à dire nous ne sommes pas en train de discuter théorie, n'est-ce pas ? Nous sommes dans l'ordre de quels sont vos sauf-conduits pour entrer dans l'espace de la critique théorique. N'est-ce pas ? Nous sommes au seuil et en quelque sorte je suis au checkpoint, n'est-ce pas ? Et donc je subis un certain nombre de questionnements ou d'interrogations, voire je suis soumise à un interrogatoire pour savoir si effectivement j'ai bien l'autorisation ensuite de pouvoir entrer dans cet espace où les relations devenant pacifiées, ou du moins c'est ainsi qu'on le présente, il serait enfin possible de parler de critique théorique entre gens de bonne éducation et bien élevés. Donc tout se joue en fait à l'extérieur de cet espace de réservation. Hein. Autrement dit, dans un espace où je participerai sans doute de quelque chose qu'on pourrait appeler la réserve, par ailleurs. Donc il me semble que c'est cette façon-là qui a fait qu'à un moment donné, j'ai réalisé que certains des éléments de contribution que je pouvais apporter de fait avait une charge théorique que je n'avais pas anticipée, mais qui m'était révélée en quelque sorte dans, on pourrait dire, l'intensité de l'interrogatoire et parfois d'ailleurs aussi sa durée parfois tout à fait inhabituelle, n'est-ce pas ? Ça se prolongeait, ça se réitérait, ça se reconduisait à se demander si effectivement la crise n'était pas vouée à durer indéfiniment. Donc c'est sans doute cela finalement qui fait théorie. C'est moins le propos lui-même, c'est moins, me semble-t-il, le contenu de la contribution qu'on peut apporter que l'espace de tension que génère précisément certains énoncés à certains moments. C'est cela qui fait théorie, qui fait critique, là aussi. Hein, cette critique théorique, au fond, ne serait pas intrinsèque à l'énoncé que l'on peut, à un moment donné, élaborer, mais la critique théorique, elle serait contingente aux circonstances dans lesquelles on est amené, à un moment donné, à exposer ou à partager ou à soumettre certains des énoncés qu'on se sent habilité, hein, de fait, ou dont on sent l'urgence de l'énonciation. C'est plus de l'ordre de l'urgence, d'ailleurs, il me semble, que de l'ordre parfois d'une pensée très en amont. Donc finalement cette idée de faire criser, elle peut être elle peut être productive. Hein, le fait de susciter un climat de panique, de résistance, de refus, de déni, face à un énoncé qui en fait ne prétend pas avoir forcément une portée théorique ou avoir une charge critique, mais précisément sortir des allants de soi et proposer une autre lecture, une autre manière de voir. Est-ce que ça n'est pas ça qui, d'une certaine manière, c'est pas en cela que j'ai la capacité à élaborer une critique théorique qui, du coup, n'engagerait pas seulement son auteur, a priori, mais engagerait la situation dans laquelle
cet énoncé est engagé. Donc peut-être que ce serait intéressant, y compris pour penser le collectif, de réfléchir aux possibilités de constituer ces espaces de critique théorique comme étant des espaces d'interaction. Et là, je rejoins ce que disait Lénie à la fin de son propos, c'est-à-dire sur la dimension dialogique, y compris d'ailleurs lorsque le dialogue n'est pas possible. En quoi est-ce que l'impossibilité du dialogue est productif, ou en tout cas est révélateur d'une situation qui serait et critique et théorique, de façon fondamentale, plus que le simple énoncé qui se présente en majesté comme étant et critique et théorique. En quoi est-ce qu'il ne faut pas, du coup, aussi, d'une certaine manière, comment on pourrait dire ça, non pas oui, peut-être renoncer à une position légitime d'énonciation d'une critique théorique, mais admettre que cette position n'est jamais donnée, qu'elle est même d'ailleurs systématiquement refusée, et que la question c'est de la gagner, hein, c'est de parvenir à en acquérir ne serait-ce que la jouissance temporaire et éphémère, hein, c'est-à-dire à un moment donné apporter cette contribution et savoir que de toute façon tout cela ne va pas durer. Je pense que ça nous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que nous avons été si sérieusement affaiblis et stérilisés dans nos capacités théoriques au cours de la décennie passée. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses extrêmement stimulantes qui se sont écrites, mais il y a aussi tout ce que nous n'avons pas pu faire. Et là, je parle d'un collectif, hein, je ne parle pas en mon nom propre, même si je pense que moi aussi, je n'ai pas pu faire exactement ce que j'aurais voulu. Mais bon, hein, ça va finir par s'arranger. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire de la fermeture progressive des espaces théoriques et du fait que les interactions n'ont pas pu avoir lieu. Je prendrai un dernier exemple pour conclure. Je repensais récemment en entendant une communication sur la discussion qui a eu lieu au cours de la décennie passée sur l'extension du champ de discussion des théories postcoloniales en France et la manière dont elles ont opéré la jonction avec la colonialité, le genre, le queer, et j'en passe et des meilleurs, n'est-ce pas? Donc c'est une espèce de grand fatras, n'est-ce pas, qui est devenu notre terrain de jeu favori. Et en fait, je me disais que c'était précisément une configuration dans laquelle on voit à quel point est-ce que toutes les portes ont été fermées les unes après les autres. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se claquemurer le plus possible dans une forme de sécurité de la critique théorique, n'est-ce pas, qui là, de fait, serait détenue par certains et au bénéfice de certains, et ne devrait pas être mise entre toutes les mains. C'est-à-dire que ça devient même dommageable à la pérennité de la pensée, n'est-ce pas, que de laisser n'importe qui se mettre à parler de théorie postcoloniale et de croiser ça avec les questions queer, et pourquoi pas aussi prétendre que tout cela, derrière tout cela, il pourrait y avoir un projet politique, n'est-ce pas? Parce que là, c'est quand même un peu trop. Donc, cette espèce de climat dans lequel l'air s'est raréfié, hein, donc est devenu irrespirable et, de fait, est impropre à la réflexion théorique, n'est-ce pas? C'est un climat sur lequel nous avons à nous interroger aujourd'hui. Et c'est un climat dont j'essaye, en quelque sorte, de rendre raison, notamment en parlant, effectivement, hein, d'atmosphère irrespirable et de milieux hostiles. Je pense que nous évoluons très clairement en ce moment, et depuis un certain temps, dans un milieu hostile, hein, donc un milieu au sens de l'écologie politique, là, qui ne nous permet pas de respirer normalement et donc d'énoncer les choses de façon, et de les penser, hein, donc il y a des effets de stérilisation de ce climat. Donc là, l'exemple que je citais me semble être tout à fait symptomatique, voire paradigmatique d'une sorte comment dire, de spoliation dont beaucoup de chercheurs, ou simplement d'individus, n'est-ce pas, hein, qui voulaient faire sens de leur existence, que ces personnes-là ont donc subi au cours de la décennie qui vient de passer, avec effectivement ces ramifications et ces racines profondes dans le déni de la colonialité et l'illusion entretenue que l'impérialisme, ça n'est pas les autres, mais en tout cas, ça n'est pas soi, n'est-ce pas, ça n'est pas nous. Voilà, donc c'est un peu les réflexions qui me sont venues,
l'expression d'une perplexité aussi, parce que je ne prétends pas résoudre complètement cette difficulté que peut représenter le fait de pratiquer la critique théorique dans un milieu où en fait on n'est pas attendu sur ce terrain-là et où plutôt on est attendu, n'est-ce pas? Voilà, je vous remercie.